Il est 13 h. Bonjour à toutes et à tous, c'est une surprise que nous a dévoilé Kevin De Bruyne ce matin. L'entraîneur des Diables Rouges vient de révéler la liste des 23 joueurs qui s'envoleront pour l'Alaska à l'été 2046. Une équipe jeune et solide qui tentera de décrocher une deuxième Coupe du Monde dans une des seules régions du globe où le sport est encore praticable en plein air. Mais avant cela, dans l'actualité ce mardi, un triste anniversaire, celui de la mort de la SNCB. Et oui, 10 ans déjà depuis la réforme du rail qui a entraîné la disparition de la dernière grande entreprise publique belge. Souvenez-vous, le 31 décembre 2035, la SNCB faisait son dernier voyage. En cause, rappelons-le, la libéralisation du rail à laquelle l'entreprise n'a pas su faire face. Nous sommes allés à la rencontre ce matin d'anciens cheminots. Oui, vous avez bien entendu. J'ai disparu il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui transporte les navetteurs belges. Après avoir eu le monopole pendant toutes ces années, mes concurrents m'ont remplacé. Ils ont pris toutes mes lignes. Du coup, me voilà à la retraite après 120 ans de bons et loyaux services. Enfin, bon service, ça dépend pour qui. J'ai souvent été critiquée. On m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je me modernise ou que je passe la main. Visiblement, c'est la deuxième option qui a été retenue. Mais est-ce qu'on devait vraiment en arriver là ? Va-t-on vraiment en arriver là ? Je crois que la Belgique a pris l'enjeu à bras-le-corps beaucoup trop tard. Et puis, pourquoi est-ce qu'on veut me libéraliser ? C'est pas un choix politique belge, c'est un choix imposé par l'Europe. U moet wel weten dat Europese wetgeving altijd tot stand komt samen met de lidstaten. Mais en pratique, ça risque d'être ingérable. Wat gaat men daar gaan isoleren? Gaat dat een stukje zijn in het noordoosten, in het zuidwesten? En plus, je sens que tout le monde ne va pas se mettre d'accord. Dus je gaat sowieso op regionale basis moeten werken. Si les deux régions ont des approches différentes, ça va être le chaos. Le chaos, c'est vraiment ce qui m'attend. Prépare-toi au scénario aussi de libéralisation et montre que dans un cadre de libéralisation, tu restes l'opérateur le plus performant. Est-ce que je suis réellement en danger ? Alors non, je n'ai pas encore disparu. Aujourd'hui, je fais toujours partie du quotidien des Belges. Mais je m'inquiète vraiment pour mon futur. Ça fait presque 100 ans que je roule sur ce réseau. Cette libéralisation dont j'entends parler depuis des années, elle me préoccupe. Et comme souvent, ce sont les choses qu'on ne connaît pas qui effraient le plus. Alors la libéralisation, en gros l'idée c'est de considérer le rail non plus comme un service public géré en monopole par l'État, par l'administration des chemins de fer, mais de le voir comme un secteur économique, un marché qui va être ouvert à la concurrence, donc dans lequel vont interagir plusieurs acteurs, des acteurs privés, des acteurs publics, l'administration aussi. Et donc il s'agit vraiment de changer de lunettes pour regarder le même secteur ferroviaire, d'un service public intégré à un marché en concurrence. Le projet à la base, c'est effectivement de relancer tout un tas de secteurs qui étaient considérés comme moribonds à l'époque, et notamment les fameuses industries de réseau, comme on dit, donc poste, télécommunications, énergie et infrastructures et transport ferroviaire. Et donc à l'époque, il a été question de libéraliser ces 4 secteurs, donc de les ouvrir à la concurrence. Le parti pris idéologique de l'Union européenne, c'est que le marché fonctionne bien, le marché est innovant et le marché rend un service qui est meilleur que ce que peut rendre le service public en monopole. L'Union européenne qui défend une logique de marché. Quoi de plus normal? C'est sa philosophie. Depuis sa création, elle veut abattre les frontières entre les pays. Pour cela, elle a toujours poussé vers une économie plus libérale. Le rail ne fait pas exception. Liberalisering zorgt ervoor dat je meer concurrentie hebt. Dat je door die toegenomen concurrentie ervoor zorgt dat de prijzen gedrukt kunnen worden. Dat de kwaliteit van de diensten kan verbeteren. Dat je misschien betere frequenties krijgt en zo. Dus we zien daar inderdaad sterke voordelen. De marktwerking zal ervoor zorgen dat verschillende bedrijven hun diensten kunnen aanbieden. Op interne of binnenlandse spoor. En dan de concurrentie zorgt ervoor dat die maatschappijen die de beste dienst kunnen leveren, die ook het meest gunstige zijn voor de passagiers, dat die meer kans hebben natuurlijk om een toezegging te krijgen om actief te zijn op die sporen.
L'Europe met la pression pour libéraliser. D'accord. Et chez certains de mes voisins, ça s'est déjà fait d'ailleurs. C'est peut-être l'Europe qui donne les directives, mais chaque pays doit bien les appliquer ensuite. Sauf qu'au gouvernement belge, on n'adhère pas spécialement à l'idée. Non, c'est pas ma philosophie politique d'envisager la libéralisation du rail. Il me semble que le rail est un service public qui doit évidemment être plus performant, qui dialogue évidemment avec le secteur privé. C'est une obligation européenne, c'est d'abord un cadre légal européen qui oblige chaque État à envisager la libéralisation du rail, ou en tout cas l'ouverture du marché ferroviaire à des opérateurs privés. Donc ce n'est pas un choix politique belge, c'est un choix imposé par l'Europe. U moet wel weten dat Europese wetgeving altijd tot stand komt samen met de lidstaten. Hè. Dus het is niet zo dat dergelijke regels ergens vastgelegd worden in een donkere kamer binnen de commissie. Nee, er is een voorstel gedaan, wordt samen met de lidstaten besproken. Dus de lidstaten zijn op de hoogte van die prioriteiten, zijn akkoord met de prioriteiten. Het feit dat ze er akkoord mee zijn gegaan en het Europese parlement heeft ertoe geleid dat we deze Europese wetgeving hebben. Dus vanaf het begin is er die grote aanwezigheid van de lidstaten. La Belgique a donc bien eu son mot à dire dans cette libéralisation. Et puis au final, elle a quand même déjà appliqué certaines choses. On a créé Infrabel, à qui on a confié la gestion de mon réseau. Comme ça, pas de complexité inutile. Il y a un gestionnaire pour plusieurs opérateurs. Oui, plusieurs opérateurs parce que le transport de marchandises, lui, il a déjà été libéralisé. Et les trains internationaux aussi. Vous savez, les Thalys et les Eurostar, par exemple. Pour l'instant, il n'y a que le transport national qui y a échappé. Mes trains en Belgique, on n'y a pas encore touché. L'Europe a décidé que ce serait pour 2023. Et attendez, c'est dans un an ça. Alors pourquoi il n'y a encore rien sur la table? Mais il nous semble que le cadre idéal, c'est un cadre public. Et d'ailleurs, l'accord de gouvernement prévoit que pour 10 ans, nous octroierons le monopole du transport des personnes à la SNCB en utilisant une possibilité que nous laisse le cadre européen, qui ne nous impose pas la libéralisation, mais qui nous donne le choix également de confier à l'opérateur public historique cette mission. Bon, ça devient un peu technique là. Récapitulons. En 2023, l'ensemble du transport national de voyageurs devait être libéralisé. Sauf que la Belgique a obtenu un délai supplémentaire de 10 ans. Pourquoi? Eh bien grâce à une possibilité offerte par l'Union européenne. La SNCB gardera donc le monopole jusqu'en 2033. Et après alors, est-ce qu'on libéralise? En fait, pas forcément. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en 2033, disons si on se projette dans 12 ans, on ne sera pas non plus obligé de mettre en concurrence sous la forme d'un marché public ouvert. Des règles, disons, dérogatoires permettent toujours de fonctionner par ce qu'on appelle l'attribution directe, donc de fonctionner comme aujourd'hui, mais moyennant une série de conditions que la Belgique pourrait remplir si elle veut les remplir. Si je comprends bien, les gouvernements trouvent toujours une parade pour reporter la libéralisation à plus tard. D'abord 2023, puis 2033, voire au-delà. Mais moi, je sais comment ça fonctionne chez nous. Souvent, quand on reporte les problèmes, c'est parce qu'on n'a rien préparé. Jusque-là, rien n'avait été fait. Moi j'ai lancé les ébauches. En fait, on a établi les différents modèles qui étaient possibles. Parce que, voilà, il faut savoir que l'activité ferroviaire est une activité qui a une très grande inertie. Donc ça veut dire qu'entre le moment où vous prenez une décision et le moment où elle est mise en œuvre, il faut plusieurs années. Je crois que la Belgique a pris l'enjeu à bras-le-corps beaucoup trop tard, parce que de nombreux autres pays européens sont en train de préparer la libéralisation, voire l'ont déjà mise en place. La Belgique a été clairement un des pays qui a réagi tardivement. Le gouvernement fédéral précédent, le gouvernement Michel, avec le ministre François Belot, effectivement, n'a pas vraiment anticipé ça. La seule chose, c'est qu'ils ont sabré, je ne sais plus très bien, je pense 20% du budget de la SNCB, donc pour la rendre en fait plus rentable, puisque l'objectif c'était ensuite de se débarrasser de 20% du personnel pour réduire les coûts et donc la rendre plus compétitive, si j'ose dire, par rapport à d'autres concurrents. Mais il n'y avait aucune vision globale. En Belgique, donc, on ne prépare pas du tout la libéralisation? Ce serait faire preuve d'un peu de mauvaise foi. Le gouvernement de Croo a quand même commencé à aborder la problématique.
Enfin, sur quelques lignes. Dans l'accord de gouvernement de la Vivaldi, au chapitre mobilité, on peut lire cette phrase. En parallèle, en concertation avec les instances régionales, en Flandre comme en Wallonie, un projet pilote pourra être mis en œuvre dans un bassin de mobilité où un seul opérateur pour le réseau principal et le réseau secondaire pourra être désigné par voie d'appel d'offres. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie simplement que sur une partie du réseau, par exemple une province, une autre compagnie pourrait venir exploiter les lignes de train, et ce après avoir remporté un appel d'offres. Pour la première fois en Belgique, les navetteurs pourraient donc emprunter d'autres trains que ceux de la SNCB. Donc ces projets pilotes ne seront qu'une phase test. D'accord. J'ai quand même du mal à envisager ce système une fois élargi à l'ensemble du territoire. Surtout qu'en Belgique, on a un réseau assez particulier. In België heeft men historisch gekozen voor hetgeen wij noemen een spoorwegnetwerk, een stervormig spoorwegnetwerk, waarbij alles door Brussel gaat. De vraag is hier, indien men daar iets wil gaan isoleren, wat gaat men daar gaan isoleren? Gaat dat een stukje zijn in het noordoosten, in het zuidwesten? Gaat het noord-zuid zijn? Gaat het lijnen zijn? En dus gewoon de schaal van België is al totaal anders om daar die potentiële knip te gaan doen. En dan moet men ook kijken, indien men ergens zou gaan knippen, wat daarvan de impact is op een reiziger. Stel dat men ergens een stukje zou isoleren, maar die reiziger moet toch tot in Brussel geraken en hij moet 2 keer overstappen. Wat is daarvan de impact op die reiziger? Gaat hij dan nog effectief die trein gaan nemen? C'est un des éléments particuliers au réseau belge. C'est une question que certains académiques posent également. Et les réseaux les plus petits ne sont sans doute pas ceux les plus évidents à libéraliser. Et comme si changer complètement le mode de fonctionnement du rail en Belgique n'était pas déjà assez compliqué, on vient encore ajouter des problèmes communautaires. Étonnamment, il y a un parti qui en profiterait bien pour pousser ses idées politiques. Als je zegt van kijk, wij willen wel die kansen grijpen die de liberalisering in zich draagt, dan is het onvermijdelijk dat je het spoornet opdeelt in lijnen, groepjes van lijnen, bundels of wat dan ook. Dus je gaat sowieso op regionale basis moeten werken. En dan lijkt het mij logisch dat je dat gaat doen ook op een manier waarop dat de gewesten die al bevoegd zijn voor het mobiliteitsbeleid daar ook een inspraak in hebben. En fait, la NVA voudrait faire la libéralisation et la régionalisation en même temps. C'est-à-dire qu'elle voudrait effectivement libéraliser, donc ouvrir la concurrence et confier la tâche du service public et de l'attribution des marchés publics aux régions. Donc elle veut faire les deux en même temps. Je ne vais pas jouer aux cow-boys et aux Indiens. C'est clair que j'entends dans l'opposition de façon assez offensive, notamment du côté de la NVA, une volonté d'avancer plus vers un modèle libéralisé, parce que c'est une manière d'arriver aussi à un objectif plus communautaire, éventuellement de scinder la SNCB, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Ici, on est dans le train entre Namur et Bruxelles, on ne va pas passer dans la région flamande pour arriver à Bruxelles. Est-ce qu'il faudra demain changer l'opérateur, etc. Vous l'avez dit, on est un petit pays. Si on veut un modèle performant, on a intérêt à ce qu'il soit uni. La scission du réseau sur base régionale Flandre-Wallonie, ça va aboutir au chaos, parce qu'il y a énormément de lignes qui traversent les frontières linguistiques. Et donc si les deux régions ont des approches différentes, ça va être le chaos. Hein. Bon, de ce que j'entends, ça va être difficile de mettre d'accord les Flamands et les Wallons sur le sujet. Ce ne sera pas la première fois. Mais à force, on en oublie le principal, les voyageurs. Il me semble qu'à la base, c'était quand même pour eux, cette libéralisation. Un meilleur service, des trains à l'heure. C'était pas ça, la promesse? Je pense que le voyageur lambda, quand on parle de libéralisation, pour lui, c'est amélioration de la qualité, concurrence, fini les retards, service top qualité. Mais ce qu'ils ont tendance à perdre de vue, c'est le coût réel, puisque ici, dans un cas de figure de la SNCB, parfois certains trouvent que le voyage coûte trop cher. Mais je crois qu'il faut les remettre un petit peu dans le contexte et se dire que finalement, on ne paye qu'un tiers du prix réel du billet. Vous avez bien entendu, un tiers. Parce que le reste, c'est l'État qui le paie. Mais si on ouvre à la concurrence et que l'État intervient moins,
La suite logique, ce serait que les prix des tickets augmentent, non? Concernant les tarifs, difficile de dire s'ils vont augmenter. Mais ce qui est arrivé dans la grande majorité des pays où le rail a été libéralisé, c'est la mise en place d'une tarification flexible des billets. Prenons un exemple concret. Vous prenez le train tous les jours entre Louvain et Bruxelles pour aller au travail. Aujourd'hui, que le train soit bondé à 8 h ou vide à 14 h, vous payez le même prix. Avec la libéralisation, il se pourrait que vous payiez plus ou moins cher en fonction de l'afflux de voyageurs. Un peu comme ce qu'il se passe déjà quand vous achetez des billets d'avion. Alors il est encore trop tôt pour affirmer que ce scénario se produira chez nous. Mais si les opérateurs privés s'installent grâce à la libéralisation, leur but sera de faire du profit et cela pourrait se ressentir sur les prix. Et donc cette volonté d'augmenter les tarifs, on la retrouve un peu partout, mais clairement plus fort dans les pays libéralisés, notamment où c'est des entreprises privées qui gèrent le rail, puisque là, effectivement, il y a une question de rentabilité des profits pour pouvoir verser des dividendes aux actionnaires qui ont investi au départ, qui renforce cette volonté d'augmenter les tarifs. On est bien d'accord, le prix du ticket, c'est important. Mais si votre petite ligne disparaît parce qu'elle n'intéresse personne, il n'y aura plus de tickets à payer puisqu'il n'y aura même plus de train à prendre. Je ne me fais pas d'idée. Quel serait l'intérêt pour une société privée de se battre pour une ligne qui ne rapporte rien? Le risque, c'est en tout cas que si d'autres compagnies viennent concurrencer sur le réseau, elles se désintéressent complètement de certaines lignes qui sont moins fréquentées, les lignes notamment dans les régions rurales, et qu'on se focalise uniquement sur les grandes lignes, des lignes comme Liège-Bruxelles, Anvers-Bruxelles, Charleroi-Bruxelles, et qu'au final, les personnes qui habitent dans des régions plus reculées aient une offre encore moindre que ce qu'elle est actuellement. Il est clair que l'optique de rentabilité qui est consubstantielle à la libéralisation va impliquer sans doute, disons, des disparitions de petites gares, de petites voies. Alors bon, ça ne fera qu'accentuer un mouvement existant. En Belgique, on a déjà perdu 2 tiers de nos gares depuis 50 ans, donc ça ne fera que renforcer une tendance, mais la question de la rentabilité effectivement a un impact énorme là-dessus. Komt er morgen een commerciële operator naar de Belgische markt, dan gaat hij alleen treinen laten rijden waar hij zeker is dat er zeer grote fluxen gaan zijn en waar hij zijn investering kan terugbetaald krijgen met de commerciële inkomsten aan een prijs die hij zal mogen vastleggen. Les compagnies privées, elles veulent faire des bénéfices, soit. Moi, mon but, ce n'est pas d'enrichir des actionnaires, c'est de transporter des voyageurs. Mais pour ça, il faut des sous. Et l'État, il oublie ça de temps en temps. J'ai souvent eu l'impression d'avoir été le parent pauvre du gouvernement. La question du financement est importante. Chaque année, l'État belge, c'est-à-dire tous les citoyens, octroient plusieurs milliards à la SNCB, à Infrabel pour fonctionner. Par le passé, on a trop souvent considéré la SNCB, le rail, comme une variable d'ajustement budgétaire, c'est-à-dire quand il fallait faire des économies, c'est là qu'on allait faire des économies, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un réseau qui est vieilli, qui parfois oblige à des ralentissements, qui n'est pas aussi performant qu'on le souhaiterait. C'est des discours que j'ai tellement entendus. Ce qui a été demandé à la SNCB, ce sont des économies sur la manière de fonctionner, sur son fonctionnement. Mais tout l'argent qui a été je vais dire, économisé dans cette partie-là, a été réinjecté dans les investissements. Tout. Ik denk dat inderdaad, en als ik spreek over NMBS, denk ik dat we het moeten hebben over het spoorvervoer in een ruimer kader. Want NMBS is dan het rijden van de treinen. Maar je kan maar treinen laten rijden als er een goede infrastructuur is, als er wegen zijn. En ik denk inderdaad dat dit land gegaan is door een aantal decennia van onderinvesteringen om te beginnen in het net zelf, in de spoorinfrastructuur zelf. Dus men is daar nu aan het inhalen. Maar dit zijn grote systemen, grote industriële systemen om op gang te brengen. En dus dat vergt enige tijd. Maar dus de noodzaak van investeren erin is wel duidelijk aanwezig. Ce sous-financement, je risque d'en payer les frais. Bientôt même. Parce que les dates butoirs approchent. 2033, ce n'est pas si loin qu'on le pense. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra prendre les décisions, c'est maintenant. La libéralisation, je vais devoir y faire face à un moment ou à un autre. Il y a une expression latine qui dit « si vis pacem para bellum », si tu veux la paix,
prépare la guerre. Si tu veux, demain encore le monopole du transport de personnes par la SNCB, prépare-toi au scénario aussi de libéralisation et montre que dans un cadre de libéralisation, tu restes l'opérateur le plus performant. Als je dan weet, de regering spreekt een rechtstreekse gunning tot 2033, oké, akkoord. Maar dan moeten wij nu starten met het organiseren en het voorbereiden van die liberalisering. Want anders gaan we daar ook mee te laat komen. En dat is een grote fout van minister Gilles vandaag, dat hij die gelegenheid niet gebruikt. Ça oblige la SNCB à se secouer et les pouvoirs publics à réfléchir sur le devenir de la du transport ferroviaire. Pour moi, c'est un transport d'avenir. La libéralisation est peut-être un électrochoc qui est indispensable, mais si la SNCB réussit sa mutation, je suis certain qu'elle sera capable de remporter en 2032 l'exploitation du réseau. Réussir ma mutation. C'est facile à dire. Je ne vais pas y arriver toute seule. Il faut que le gouvernement m'en donne les moyens. Je suis peut-être une vieille dame, mais je reste essentielle, surtout si on veut faire face aux défis climatiques qui nous attendent. Je veux faire partie de la solution. Mais pour l'instant, tout est au conditionnel. Mon avenir reste incertain. De grands défis m'attendent dans les prochaines années. Sûrement les plus durs que j'aurai à affronter de ma carrière. Reste à savoir si on sera là pour moi. Si on était en 2032 et que j'étais le ministre de la Mobilité, sans doute que je plaiderais comme aujourd'hui pour un maintien du monopole du transport des personnes par l'entreprise publique historique, parce que c'est le modèle le plus efficace et à condition que cette entreprise publique historique continue d'évoluer vers un service de plus grande qualité, avec une plus grande performance, avec le meilleur rapport qualité-prix. En dus de hamvraag blijft, hoe breng je betere kwaliteit voor al die reizigers? En mij lijkt dat te zijn het bestaande apparaat optimiseren en dan op een te bepalen moment zien. En nu het geoptimiseerd is, heeft de klant er baat bij dat dit wordt opgesplitst of niet. Maar gewoon het principe stellen, het gaat beter omdat het opgesplitst is denk ik een volledig verkeerd uitgangspunt. Je pense qu'il faut privilégier la compagnie nationale, donc garder clairement la SNCB, fixer des objectifs, en tout cas des critères de qualité, notamment en matière du gain de nombre de voyageurs par an. Mais si à un moment donné on veut changer les mentalités, si on veut faire un effort au niveau de l'écologie, je crois que ça passe par des moyens financiers à la hauteur de la qualité du service que l'on espère. We zitten met die broeikasgassen. We zitten met een enorme uitdaging op het gebied van klimaatverandering. En dus moeten alle sectoren hun steentje bijdragen. Wat blijkt, het spoorvervoer is de modus die zeer veilig is en die ook de minste broeikasgassen veroorzaakt. En dus dat is heel sterk een reden om daar volop in te zetten. En liberalisering is iets dat ons helpt om dat te doen. Bovendien is het in het voordeel van de passagiers. Alors je pense que la libéralisation, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pas tant de la concurrence, c'est surtout des investissements publics, une direction politique assez claire de vers où on va, quel réseau on veut, quelle mobilité on veut. Er is vooral een risico als wij niets doen. En wij moeten in 2033 verplicht openstellen dat wij in een Sabena-scenario terechtkomen, dat de NMBS gewoon crasht, omdat die simpelweg niet voorbereid is op dat scenario. Dat moeten wij ten allen prijze vermijden en daarvoor moeten wij vandaag de beleidskeuzes uitzetten. Dans l'organisation du futur, pour moi, le rail jouera un rôle primordial. Que ce soit en réseau intérieur ou sur les longues distances. Et donc, la libéralisation, c'est un choc, oui. Mais ça doit servir d'opportunité pour un nouveau départ. Personne ne sait dans quel état je serai dans 10 ans. Le temps passe et les décisions se font attendre. C'est vrai, l'histoire doit encore être écrite. Mais une chose est sûre, si on ne fait rien, je risque d'être en danger. Le scénario dans lequel je disparais n'est peut-être pas si éloigné de la réalité. Alors, quand va-t-on enfin s'intéresser à mon avenir ? Ce matin, le ministre fédéral de la Mobilité, Georges J. Quinet, a présenté sa note de politique générale.
Au menu, un refinancement massif de la SNCB, mais toujours aucune mention de la libéralisation. C'est pourtant un enjeu pressant pour la Belgique, qui est supposé ouvrir son réseau ferroviaire.